Il était une fois l'IRM, deuxième partie. Nous en étions restés à l'utilisation courante de la RMN après 1946, c'est-à-dire le spectre à une dimension. Il faut maintenant passer à l'IRM, c'est-à-dire l'image en deux dimensions. La naissance de l'image. Nous sommes en mars 1971. Raymond Damadian a 35 ans. Américain d'origine arménienne, il est professeur agrégé de médecine à l'Université d'État de New York. Il vient de publier un article qui explique que les cellules cancéreuses n'ont pas les mêmes valeurs de T1 et de T2 que les cellules normales. Il avait utilisé des cellules cancéreuses de rats placées dans un spectromètre RMN. Il pense rapidement que cette méthode de détection du cancer pourrait être appliquée à l'homme et dépose même un brevet d'un appareil en mars 1972, mais sans préciser comment les données de spectroscopie RMN pourraient être transformées en images. Toujours en 1971, Paul Lauterbur est professeur de chimie à l'université de Stony Brook à New York. Il y dispose d'un appareil de spectroscopie par RMN et il est familier de cette technique. Il avait entendu parler des résultats obtenus par Damadian et se demandait aussi comment obtenir des images à partir des données RMN. Il eut l'idée d'utiliser un gradient de champ magnétique pour rendre inhomogène le résultat obtenu selon son axe, au contraire de ce qui était recherché habituellement sur un spectromètre, et ainsi obtenir une information sur la distribution spatiale des molécules observées. Il faisait ses expériences la nuit. Le matin, il remettait soigneusement l'appareil dans sa configuration normale. La première expérience de Lauterbur est réalisée sur deux tubes remplis d'eau, placés à l'intérieur d'un tube plus grand contenant du deutérium. Il applique alors 4 rotations du gradient de champ magnétique décalé de 45 degrés. Il utilise ensuite un algorithme mathématique de rétroprojection pour obtenir une image bidimensionnelle, le tout sans ordinateur. Principe qui sera ensuite utilisé pour la tomodensitométrie. Il appellera cette technique zeugmatographie, ce qui vient du grec zeugma, c'est-à-dire qui est en rapport avec un lien ou une jonction, le lien entre un gradient de champ magnétique et un champ radiofréquence pour obtenir une information spatiale. Une anecdote raconte que Lauterbur aurait griffonné ses premières idées sur le coin d'une nappe en mangeant un hamburger. Mais plus sérieusement, il a aussi pris des notes dans son carnet de laboratoire. L'article proposé par Lauterbur à la revue Nature fut d'abord refusé. Mais il a insisté, et la publication paraît enfin en mars 1973. Paul Lauterbur est récompensé par le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2003 avec Peter Mansfield. Toujours en 1973, Peter Mansfield, justement, physicien dans l'université de Nottingham en Angleterre, travaille sur la RMN des solides. Il fêtera ses 40 ans le 8 octobre. Il pense aussi pouvoir réaliser des images, mais en utilisant une méthode plus rapide. Il utilise aussi les gradients de champ magnétique pour localiser le signal RMN, d'abord coupe par coupe, puis, un peu plus tard, ligne par ligne. Il dispose d'un des premiers ordinateurs pour les calculs. Sa technique, bien que plus rapide que celle présentée jusque-là par Lauterbur et Hinshaw, ne le satisfait pas complètement. Cependant, en 1976, cela lui permet de réaliser les premières images sur l'homme. Il s'agit des images du doigt d'un de ses étudiants, Andrew Maudsley. Le temps d'acquisition est d'environ 23 minutes, réalisé sur un appareil de 0,35 Tesla. L'article de Mansfield et Maudsley paraît dans le British Journal of Radiology en 1977. En 1978, il réalise des images de l'abdomen, le sien, sur un appareil corps entier de 0,1 Tesla à aimant résistif. Mansfield est aussi à l'origine du développement de la technique d'imagerie appelée écoplanar ou EPI, qui ne prendra son véritable essor que dans la décennie suivante. Sir Peter Mansfield a aussi été récompensé par le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2003 avec Paul Lauterbur. Nous voyons ici Lauterbur et Mansfield lors de la remise du prix Nobel en 2003.
Ce prix Nobel de 2003 a un peu créé la polémique. En effet, Raymond Damadian n'a pas apprécié d'en être écarté. Après 1972, Damadian avait en effet continué à travailler sur la construction d'un appareil d'IRM basé sur un aimant supraconducteur. Son projet aboutit en 1977. Le prototype est appelé l'Indomptable. Le 3 juillet 1977, après près de 5 heures d'acquisition, l'équipe de Damadian obtient les premières images d'IRM corps entier réalisées sur le thorax d'un de ses étudiants, Larry Minkoff. La technique d'acquisition utilisée par Damadian est appelée Field Focusing Nuclear Magnetic Resonance, ou FONAR. Elle est très longue car basée sur l'application de petits volumes contigus obtenus en déplaçant le patient. Un an plus tard, Damadian fondera la société FONAR qui produira des appareils d'IRM à partir de 1980. Après le passage de la RMN à l'IRM, il reste à voir les séquences et la gestion du signal. Et d'abord la découverte de l'écho de spin. Nous sommes en 1949. Erwin Hahn vient d'obtenir son doctorat en physique à l'université d'Illinois. Il étudiait la relaxation des spins en RMN. En appliquant 2 impulsions RF successives, il vit apparaître un signal supplémentaire en plus des signaux feed. Il pensait d'abord à un dysfonctionnement, mais en répétant l'expérience, il obtenait le même résultat. Il venait de découvrir l'écho de spin. L'article de Hahn paraît en 1950. Le principe de l'écho de spin sera précisé dans les années suivantes par Carr et Purcell d'abord, puis par Meiboom et Gill. La séquence CPMG, comme Carr, Purcell, Meiboom, Gill, initiée par la découverte de Hahn, sera mise en œuvre dans les séquences d'imagerie plus tard, représentant la base de cette technique. Ensuite, la transformée de Fourier. C'est un chimiste suisse, Richard Ernst, qui va introduire l'utilisation de la transformée de Fourier pour développer la RMN haute résolution. D'abord par la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire à transformée de Fourier en 1966, puis par les techniques RMN multidimensionnelles en 1976. Ces innovations de Ernst vont avoir un effet majeur sur le développement de l'IRM. Richard Ernst a été récompensé par le prix Nobel de chimie en 1991. Mais au fait, qui était Fourier ? Enfin un Français. Nous passons au XVIIIe siècle. Né en 1768 à Auxerre, sous l'Ancien Régime, Joseph Fourier est orphelin à 10 ans. Élève brillant, il développe un profond intérêt pour les mathématiques et enseigne dès l'âge de 16 ans. La carrière militaire étant inaccessible, Fourier entre en 1787 à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, où il enseigne les mathématiques à d'autres novices. Mais la Révolution arrive et il ne sera pas prêtre. En 1798, il part pour la campagne d'Égypte et, en 1802, Napoléon le nomme préfet de l'Isère. Au niveau scientifique, il est nommé à l'Académie des sciences en 1817 et il devient membre de l'Académie française en 1826. Son œuvre maîtresse, la théorie analytique de la chaleur, est publiée en 1822. Fourier étudie la propagation de la chaleur et il est le premier à décrire son évolution mathématiquement par l'équation de la chaleur. Dans le cas d'une tige, cette équation admet des solutions particulières s'exprimant à l'aide des fonctions trigonométriques sinus et cosinus. L'idée révolutionnaire de Fourier est que ces fonctions particulières permettent de décomposer n'importe quelle fonction et de décrire ainsi l'évolution de la chaleur dans n'importe quelle situation. C'est la décomposition en série de Fourier. Pendant plus d'un siècle, l'analyse de Fourier disparaît pourtant des cours de mathématiques. Ce n'est qu'à partir des années 1930 et de l'après-guerre que les travaux de Fourier reviennent enfin sur le devant de la scène. Mais l'usage de l'analyse de Fourier a été démultiplié par l'apparition de l'algorithme dit de transformation de Fourier rapide, Fast Fourier Transform, ou FFT,
assez simple à mettre en œuvre sur des ordinateurs. Aujourd'hui, la transformation de Fourier sert donc dans tous les traitements d'images et du son et, évidemment, en IRM. Enfin, Jean-Baptiste Joseph Fourier fait partie des 72 noms de scientifiques, ingénieurs ou industriels inscrits en lettres d'or sur la périphérie du premier étage de la Tour Eiffel. Nous avons donc vu une bonne partie des personnes qui ont marqué l'histoire de la RMN et de l'IRM. Car, pour bien connaître une technique, il faut l'éclairage de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et appuyer sur la petite cloche pour disposer de l'information sur les nouvelles vidéos qui seront disponibles. Vous pouvez également consulter notre site web, notre page Facebook et enfin la chaîne YouTube qui est consacrée aux différentes techniques d'imagerie. Merci de votre attention.